Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 8 juin 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Ravi de te retrouver, Paul. Merci beaucoup, Nima. Paul, je voudrais commencer par ce qui se passe en ce moment. L'attaque israélienne à Daïa, dans le sud de Beyrouth, et ensuite la riposte iranienne. D'après ce qu'on a appris dans Israël Hayom, l'un des grands médias israéliens, l'Iran a réussi à instaurer une équation très inquiétante. Quelle est cette équation? Toute attaque contre Beyrouth entraînera une riposte iranienne par des missiles dirigés vers Israël. Avant de frapper, toujours selon leurs propres sources, Israël pensait que l'Iran ne réagirait jamais à une attaque sur Beyrouth. Mais quel était l'objectif principal? C'est incroyable, Paul, ce qui s'est passé à Daïa. Ils ont frappé un bâtiment vide. Il n'y avait personne. Ils pensaient que des commandants du Hezbollah s'y trouvaient. Ils voulaient les assassiner. Personne n'a été tué. Je parle des forces du Hezbollah. Mais certaines personnes, des civils qui se trouvaient près de ce bâtiment, ont été touchés. L'un d'eux, apparemment, a été tué et 4 autres ont été blessés. Voilà le résultat pour Israël. Ensuite, l'attaque de l'Iran a frappé le nord d'Israël. On a eu l'attaque israélienne contre l'Iran, puis la riposte iranienne. Ils ont visé des cibles dans le nord, le centre et le sud d'Israël. Et pendant qu'on parle, il y a une sorte d'échange de tirs entre les Yéménites et Israël. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'attaque israélienne contre le Yémen, mais le Yémen frappe Israël avec des drones. Ils envoient beaucoup de drones vers Israël, et Israël frappe certaines cibles dans le sud du Liban. Voilà ce qui se passe. D'un autre côté, d'après ce qu'on a appris sur la chaîne 12, il y a eu un appel téléphonique après l'attaque israélienne contre le Liban. Lors de cet appel, comme Donald Trump l'a rapporté sur la chaîne 12 en Israël, il a dit avoir averti Netanyahou que s'il faisait monter la situation jusqu'à la guerre, il se retrouverait seul face à l'Iran. Il a ajouté « J'ai essayé de limiter l'ampleur de la riposte israélienne contre l'Iran après que 5 pays m'ont demandé de faire pression sur Netanyahou. » Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Comment voyez-vous la situation? Qu'en pensez-vous? Eh bien, pour moi, ça confirme ce que je disais déjà. Les Iraniens mettent beaucoup de temps à comprendre, et ils n'ont toujours pas compris qu'ils sont engagés dans une lutte pour leur droit à exister. Du coup, ils perdent leur temps et leur énergie à jouer au chat et à la souris avec les Américains et les Israéliens, ce qui ne mène à rien. Les Iraniens n'ont pas saisi qu'ils ont besoin d'une doctrine claire pour gagner la guerre. Et ils doivent la mettre en œuvre. Il est évident qu'Israël n'aurait aucune chance de l'emporter contre l'Iran dans un conflit. Alors certains diront « Oui, mais Israël a l'arme nucléaire. Les Américains les ont laissés l'avoir. Ils ont tué le président Kennedy parce qu'ils ne voulaient pas qu'Israël ait la bombe. Alors Israël l'a fait tuer. Israël a l'arme nucléaire, d'accord? Il pourrait frapper l'Iran. Mais l'Iran peut aussi frapper Israël, parce que la centrale nucléaire de Dimona se trouve en Israël. Il suffirait à l'Iran de la toucher. Donc l'Iran pourrait atomiser Israël. En fait, ils auraient déjà dû le faire. La guerre serait terminée. Je ne vois toujours pas du côté iranien une prise de conscience qu'ils doivent se battre pour leur survie, pour leur existence en tant que nation, en tant qu'État souverain. Parce que la doctrine israélienne du Grand Israël ne permet pas l'existence de l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'ils vont négocier? Ils n'ont rien à négocier. Ils n'ont rien à gagner en négociant avec Trump, avec Israël ou avec qui que ce soit. Ils doivent se battre et ils ne semblent pas prêts à le faire. Donc, ils ripostent quand ils sont frappés, ou quand leurs alliés sont frappés, ils ripostent. Mais ces ripostes ne constituent pas une stratégie militaire pour gagner une guerre. Elles sont sans importance. Quel est l'intérêt de riposter?
Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Ces frappes ne servent à rien. These strikes achieve nothing. And that's what the Iranians are teaching the Et Americans. c'est ça que les Iraniens sont en train d'apprendre aux Américains et aux Israéliens. Ils ne sont pas prêts à se battre pour leur existence. À la place, ils lancent des menaces comme Poutine. Mais ces menaces de Poutine, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Rien du tout. Elles n'ont jamais rien voulu dire. On les ignore complètement. Et maintenant, l'Iran se retrouve dans la même situation. Ils menacent, refaites ça et nous. Des menaces, des mots, ça ne veut rien dire. Seules les actions comptent. Et on n'a vu aucune action décisive de la part de l'Iran depuis qu'ils ont bêtement accepté le cessez-le-feu. Donc, à ce que je vois, le gouvernement iranien ne se rend même pas compte qu'il est en train de se battre pour sa survie. Ils sont là à dire « Ah, vous nous frappez, on vous frappera en retour ». C'est du jeu. C'est jouer à la guerre. À quoi ça sert de riposter? Ce n'est pas une stratégie pour gagner une guerre. Ils sont dans une guerre d'existence. They're in a war for their existence. Ils ne se rendent pas compte. Peut-être qu'ils se sentent encore en sécurité. Ils devraient voir la menace et se dire « Bon, c'est eux ou nous ». À quoi bon continuer ce jeu de représailles, œil pour œil, sans fin? On pourrait être en 2050 et en parler encore, toujours dans le même cycle. Voilà comment je vois les choses. Je pense que les Iraniens, comme les Russes, se trompent eux-mêmes et se préparent à une défaite inévitable, parce qu'ils sont incapables de comprendre que leur existence même est menacée. Quand on est menacé, il faut répondre avec fermeté. Eux, ils ne le font pas. L'autre jour, un des dirigeants iraniens, une personnalité importante, a dit « Nous préférons négocier, mais nous combattrons ». Non. Il devrait dire « Nous ne voulons pas de négociation. Une fois encore, nous allons vous détruire. Pas de négociation, pas de discussion. Arrêtez maintenant, ou soyez détruits. » C'est la seule position que l'Iran peut adopter. Il n'y en a pas d'autre. Rien d'autre ne pourrait fonctionner pour l'Iran. There's nothing else could work for Iran. No. Paul, here is what was reported on Axios. It seems Paul, voici ce qu'a rapporté Axios. Il semblerait qu'un responsable américain ait dit à Axios que Bibi a besoin que la guerre continue pour rester politiquement en vie en Israël, tandis que Donald Trump a besoin qu'elle se termine pour rester politiquement en vie aux États-Unis. Quelle est ton analyse de ça? Et penses-tu que ce responsable américain parlait bien de Donald Trump? Well, that could be true. It Eh bien, ça pourrait être vrai. Je veux dire, ça se tient. Les Américains ne soutiennent pas la guerre. Et Trump est largement, ou de plus en plus largement, perçu comme une sorte de pantin minable de Netanyahou. On voit partout sur Internet des mèmes où Netanyahou joue avec Trump comme avec une poupée. Il le manipule, le secoue, le malmène. Donc il y a une part de vérité là-dedans. Mais d'un autre côté, Trump s'est laissé entraîner dans cette guerre par Netanyahou et il ne l'a pas désavoué. Il n'a pas dit « Chers compatriotes, j'ai fait une erreur. J'ai fait confiance à notre allié israélien et je n'avais pas compris qu'il n'était pas vraiment un allié. » didn't realize they're not really an ally. They're somebody who uses us for their purpose. C'est quelqu'un qui se sert de nous pour ses propres intérêts. Et moi, j'ai fait une erreur. Donc la seule chose à faire, c'est de me retirer. Lui, il n'a pas la force de caractère pour le faire. Alors Netanyahou le tient. Et c'est bien là tout le problème. Mais vous voyez, des choses encore plus graves sont en train de se produire. Pendant qu'on parle, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine travaille activement à intégrer l'armée israélienne avec l'armée des États-Unis. Les Israéliens doivent avoir accès à tous nos systèmes d'armes. Ils vont même détenir les brevets en copropriété, alors qu'ils ne participent pas au développement. Et bientôt, on verra des commandants israéliens donner des ordres à des marines américains. Commanders giving orders to U.S. Marines. And
On top of this, we have the Et en plus de tout ça, il y a le programme de Trump qui vise à empêcher toute critique d'Israël parce que ça va devenir un délit. Si vous critiquez Israël, ça veut dire que vous êtes un ennemi des États-Unis et que vous serez arrêté. Eh bien, ça montre que Donald Trump est incapable de représenter les États-Unis. Il représente Israël. En ce moment, il est frustré parce que Netanyahou ne comprend pas que Trump a besoin que la guerre se termine pour pouvoir garder le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat. Vous savez, ces élections ne concernent pas Trump directement. Elles concernent la Chambre et le Sénat. Mais si les démocrates l'emportent parce que les gens en ont assez de Trump, alors il deviendra vraiment un président frustré, incapable d'agir. Il ne peut rien faire. Eh bien, Netanyahou ressent la même chose. Il est frustré que Trump refuse de l'aider à terminer cette guerre parce que Netanyahou est en campagne électorale, pas seulement pour le Parlement, mais pour lui-même. Et il a lancé une guerre, et si le résultat, c'est qu'Israël continue de recevoir des missiles iraniens qui font exploser des sites, il pourrait perdre. Parce qu'il y a en Israël une certaine opposition à cette idée sioniste de vouloir dominer tout le Moyen-Orient. Donc ces deux hommes ont des besoins à court terme qui ne coïncident pas. Ils ne vont pas bien ensemble. C'est un problème. Mais c'est seulement un problème tactique, à court terme. Le vrai problème sur le long terme, c'est le projet israélien du Grand Israël. Et c'est ce projet que la communauté musulmane du Moyen-Orient a réussi à contrecarrer, à éviter depuis 75 ans. Du coup, les Israéliens ne prennent aucun pays du Moyen-Orient au sérieux. Ils les regardent et se disent « Ces gens sont tellement stupides qu'ils ne comprennent même pas qu'on est là pour les éliminer. » Et ils ont raison. Les Israéliens ont raison. Ils ne comprennent pas. Les Iraniens ne comprennent pas qu'ils sont voués à l'extermination, comme la Palestine, comme l'Irak, la Libye, la Syrie, la Cisjordanie, Gaza. Ils ne semblent pas le comprendre. Et ils semblent penser que les mots ou les représailles symboliques suffisent à avancer. Eh bien non, ça ne marchera pas. Donc ma prédiction, c'est que, à moins qu'il y ait une prise de conscience de la réalité à Téhéran, et il n'y en a eu aucune à Moscou, à moins qu'il y ait cette prise de conscience, on est désormais enfermé dans un autre conflit de longue durée, comme celui entre Israël et la Palestine. Ça va maintenant se reproduire avec l'Iran et le Liban. Et c'est ça, la situation à laquelle on fait face. Voilà comment je vois les choses. Et tous ces gens qui parlent, qui commentent, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Ils ne sont même pas dans le jeu. Ils ne comprennent absolument pas la réalité dans laquelle ils se trouvent. La Palestine, elle, a été dans l'actualité toute ma vie. Heureusement, je serai mort. Mais pour les générations suivantes, ce sera le long et lent déchirement du Liban et de l'Iran par Israël. Ils vont en prendre un petit morceau, puis un autre, puis encore un autre, exactement comme ils l'ont fait avec la Palestine. Il faut se souvenir qu'en 1947, ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, c'était la Palestine. Il n'y avait pas d'Israël. C'était la Palestine, tout le territoire. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est entièrement Israël. La semaine dernière, Netanyahou a dit « L'autre jour, on n'avait que 50% de Gaza. Maintenant, on en a 60. Demain, on en aura 70. Bientôt, 100. Donc Gaza est en train d'être avalé, et tout ça est caché par le plan de paix de Trump. Eh bien, la même chose va arriver au Liban, et la même chose va arriver à l'Iran. Ils vont rester là à jouer au donnant-donnant. Et ce morceau disparaîtra, puis un autre. Alors vous savez, je suis sûr que ça sonne terrible, mais... Mais je pense, Paul, qu'avec ce qui se passe en ce moment, Israël va être, parce que les États-Unis ont une décision à prendre. Est-ce qu'ils vont rester au Moyen-Orient? Est-ce qu'ils vont se battre?
Tu as parlé de la section 224, celle qui fusionne l'armée américaine avec l'armée israélienne. Et comment ça va se passer? Est-ce que ça va piéger les États-Unis dans les guerres sans fin d'Israël? Yeah, that's what the purpose is. Oui, c'est bien ça, c'est le but. Et il y a très peu d'opposition au Congrès. Certains démocrates s'y sont opposés, mais les républicains disent « Eh bien, si on ne fait pas ça, les musulmans prendront Israël et ensuite ils viendront ici pour nous attaquer. » The Muslims will get Israel and they'll come here and get us. Comment est-ce qu'ils comptent venir chercher les États-Unis? Through the Democrats' open borders? Yeah. À cause des frontières ouvertes des démocrates. Oui, ils peuvent le faire comme ça. Mais militairement, non. Il n'y a aucune menace militaire. Oui, c'est ce qui se passe. Israël est en train d'abolir la Constitution des États-Unis à travers l'article 224 de la loi sur l'autorisation de la défense nationale, parce qu'il va devenir criminel de critiquer Israël. Donc je ne pourrai plus rien dire. Toi non plus. Ils viendront te chercher. Donc en fait, tout ça... Poutine aurait pu y mettre fin, mais il n'en a pas eu l'intelligence. Et il a fini par céder à toute cette idée de négociation. Et maintenant, il est plongé dans une guerre qui dure depuis 5 ans, alors qu'elle n'aurait jamais dû durer plus de 5 heures. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé aux Iraniens. Ils refusent tout simplement de prendre l'initiative et d'agir avec détermination. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de comprendre la menace à laquelle ils font face. Ils se demandent, mais quelle menace? Comment la direction iranienne comprend-elle le fait qu'Israël et les États-Unis aient attaqué l'Iran? Comment interprètent-ils cela? Pourquoi est-ce arrivé? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça va disparaître? Pourquoi l'ont-ils fait? Je n'ai jamais vu la moindre discussion iranienne à ce sujet. C'est fondamental. Ils ne comprennent même pas pourquoi tout ça arrive. Leur seule réponse, c'est de dire « Oh, c'est le mal ». Oui, c'est le mal, mais ça n'explique rien. Pourquoi? Pourquoi Israël tient-il tellement à ce que les États-Unis détruisent l'Iran pour lui? Pourquoi? Pourquoi le dirigeant iranien ne se demande-t-il pas « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire ?» S'il le faisait, il comprendrait peut-être qu'ils doivent se battre pour survivre, qu'ils doivent arrêter de répondre coup pour coup, établir un vrai plan de guerre et vaincre l'ennemi. Sinon, ce sera la Palestine, encore une fois. Mais ça va être, ils vont faire la même chose à Israël d'ailleurs. Paul, c'est ce que l'Iran annonce. Et le chef, je ne sais pas si tu as entendu aujourd'hui, le chef du Conseil des experts en Iran a déclaré qu'ils allaient faire la même chose à Israël. Tout ce qu'Israël fait au Liban, ils vont le faire à Israël. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que bombarder le Liban signifie qu'Israël va annexer le Liban ou prendre la partie sud du pays. Tant que le Hezbollah combat, tant que les Houthis frappent Israël, tant que l'Iran a touché Israël au nord, au centre et au sud, ce sont de nouvelles équations. C'est pour ça qu'Israël, Paul, parle de cette nouvelle équation comme étant inacceptable pour lui. On ne peut pas l'accepter. Et il n'y a rien que Donald Trump puisse faire à ce sujet. C'est pour ça que Donald Trump, que Netanyahou est tellement désespéré en ce moment. Il ne sait pas quoi faire, parce qu'ils attaquent Gaza, Paul, sans aucune conséquence, sans faire face à la moindre riposte, ni de Gaza, ni d'autres parties de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. En ce moment, la situation est en train de changer complètement. Et l'Iran intègre Gaza dans l'équation. Les négociations en cours, tout ce qui se passe maintenant, même s'ils parviennent à un accord, ce dont je doute fortement, ça ne changerait rien. Mais ça ne modifie pas la réalité du Moyen-Orient aujourd'hui. Ça ne change pas non plus la réalité de l'Asie de l'Ouest. Israël,
s'ils attaquent, ils vont recevoir des missiles et des drones sur leurs cibles en Israël. C'est la nouvelle réalité. Et il ne semble pas que Donald Trump ait la moindre solution à ça. Je pense que c'est un nouveau problème pour Israël. Eh bien, je sais. Je suis pas sûr que ça arrivera. Enfin, ça me dérange pas du tout si ça arrive. Oh, c'est arrivé juste hier soir. Non, c'est œil pour œil. Tu fais ça, on fait ça. C'est pas une guerre. C'est Israël qui fait ça, Paul. Ce qu'ils font en ce moment avec le cessez-le-feu, c'est du donnant-donnant. Ce ne sont pas les Israéliens qui envoient leur armée occuper le sud du Liban. Leurs soldats se font frapper par des drones, des roquettes, des embuscades dans le sud du Liban. C'est pas facile pour Israël. Et Israël, on peut avoir l'impression qu'ils s'étendent. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en réalité, malgré les apparences, ils se rétractent de l'intérieur, si je puis dire. Eh bien, ça me va aussi. Mais je pense que mon argument tient la route. Il a fallu 75 ans à Israël pour conquérir la Palestine. Alors il leur faudra peut-être 100 ans pour conquérir le Liban et le Hezbollah, et peut-être 150 ans pour conquérir l'Iran. Mais c'est ça, leur agenda. Je ne sais pas s'ils seront là quand ils feront ça. Esther Isuskuri. Ce n'est pas si long que ça d'ailleurs. Si on regarde l'histoire, Israël date de 1948-47. Ce n'est pas une si longue période. On a aujourd'hui des gens qui sont plus âgés qu'Israël. C'était rien. Et maintenant, ils ont l'arme nucléaire. Ils possèdent l'Amérique et ils possèdent le président américain, tu vois? Et on en a déjà parlé, Nima, pas seulement du monde arabe, mais du monde musulman, du Moyen-Orient. Ils n'ont jamais compris la menace et ils n'y ont jamais répondu. Ils ne se sont jamais unis et on les a éliminés un par un. C'est indéniable. La Libye n'existe plus. L'Irak n'existe plus. La Syrie n'existe plus. Je veux dire, on fait semblant qu'il y a encore un pays là-bas, mais c'est pas le cas. Et Israël s'en prend au Liban depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. C'est leur troisième grande tentative, et cette fois ils avancent davantage. Ils n'ont pas été forcés de fuir pour sauver leur vie, de retourner en Israël à cause du Hezbollah. Ils ont pris une partie du sud du Liban. Ils ont expulsé un grand nombre de Libanais de leur village. Ils ont même pris un bout du fleuve qu'ils n'avaient jamais réussi à franchir auparavant. Les Israéliens sont déterminés. Ils attaquent. Ils n'arrivent pas à franchir la rivière. Ils ne s'en approchent même pas. Ils attaquent. Ils détruisent. Je dirais qu'ils détruisent des villages, des villes. C'est ce qui se passe. Mais à mon avis, l'équation est en train de changer, puisque l'Iran l'a annoncé officiellement aujourd'hui. Tout va changer. La décision ne changera pas, la situation ne changera pas tant qu'Israël ne sera pas vaincu. Et l'Iran n'a aucun programme pour les vaincre. La stratégie de l'Iran, c'est œil pour œil. Vous faites ça, on vous rend l'appareil. Ce n'est pas comme ça qu'on mène une guerre, ce n'est pas comme ça qu'on défend son droit d'exister. Donc je dirais qu'en ce moment, vu l'incapacité des dirigeants iraniens à comprendre la situation, Israël va continuer à avoir du succès. Il n'y a qu'Israël qui a une véritable stratégie. Aucun autre pays dans la région n'en a. Quelle est la stratégie de l'Iran? Œil pour œil. Ce n'est pas une stratégie. Paul, combien de temps les États-Unis comptent-ils rester dans la région? Combien de temps? C'est pour toujours. Pour toujours. Ça peut venir du fait qu'il y a tellement d'intérêts en jeu. Il y a les intérêts des compagnies pétrolières et ceux de Washington qui veulent contrôler les flux de pétrole.
C'est un objectif ancien de la politique étrangère américaine. Peu importe que ce soit un gouvernement républicain ou démocrate. On a aussi le complexe militaro-sécuritaire. Il aime la guerre parce que la guerre, ça rapporte. Et puis, il y a le pouvoir du lobby israélien sur le gouvernement des États-Unis. Ce pouvoir est total. Oui, total. Et pendant qu'on parle ici, le Congrès américain est en train d'abolir notre droit à la liberté d'expression, simplement parce que ça blesse les sentiments d'Israël. Les Israéliens ont un agenda. Qui d'autre en a un? C'est ça, la différence. C'est la différence essentielle. Est-ce que l'Iran a un agenda? Non. Ils ne se disent pas, il faut qu'on détruise ces gens-là, qu'on leur coupe la gorge. Non, si on nous frappe, on frappe en retour. Non, 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 non. Écoute, Nima, je déteste être aussi pessimiste, mais c'est un fait. Et le monde refuse de le reconnaître. Les Russes aussi refusent. Franchement, on a l'impression que tout le monde préfère être conquis plutôt que de se battre. Regarde les Russes. On a une guerre qui dure depuis 5 ans, et maintenant cette guerre a complètement changé. Les drones ukrainiens frappent partout en Russie. Ils détruisent des sources d'énergie, des installations, des raffineries, des aéroports doivent fermer. Le récent Forum économique international de Saint-Pétersbourg, 2 fois, Saint-Pétersbourg a été touché par des drones ukrainiens en plein milieu d'un forum où 130 pays étaient présents. Donc on a maintenant 130 pays qui ont vu la faiblesse russe de leurs propres yeux. Qu'est-ce qu'ils vont en penser en rentrant chez eux? Ah, on vient de visiter cette grande puissance et on s'est fait attaquer à Saint-Pétersbourg par des drones ukrainiens. Pourquoi? Parce que Poutine refuse d'admettre qu'il est en guerre. Il ne gagnera pas cette guerre. Alors qui conseille les Iraniens, au juste? Poutine. Oh, il ne faut surtout pas se battre. Les gens vont s'énerver. On te reprochera tout. Fais comme nous. Accepte des pertes sans fin dans une guerre qui ne s'arrête jamais. Voilà où on en est. Inutile de le nier. Paul, It's no point denying it. Et les Iraniens montrent un burst mit discussion game durant les Russes. Russians. do you think, Paul, Tu penses, Paul, que des gens comme Mike Pompeo et Lindsey Graham ont l'avantage à Washington? Avant de te laisser réagir, voici ce que Pompeo a dit sur Fox News. Écoute bien ce qu'il a dit. on Fox News? Here is what he said. Et pour ces dirigeants qui contrôlent encore ces systèmes d'armes, il sera très difficile de trouver une voie qui permette d'obtenir le résultat dont le monde a besoin, à savoir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Écoutez, ils ont même menacé de fermer l'autre détroit. C'est une théocratie, ils sont déterminés. Nous devons garder assez de détermination pour aller jusqu'à la victoire. Le président Trump a parlé d'obtenir la reddition et la capitulation. Je suis convaincu qu'il n'est pas fatigué de gagner et qu'il trouvera une solution qui assurera cela pour les États-Unis, pour Israël et pour nos partenaires arabes du Golfe. D'accord. Oui, Eh bien, comme vous le voyez, c'est exactement ce que je dis. Oui, exactement ce que je dis. It doesn't seem, Paul, that Israel and the G7 Ça ne veut pas dire, Paul, qu'Israël et les pays du CCG sont sur la même longueur d'onde. on channel Comme Donald Trump l'a dit sur la chaîne 12, il a expliqué que 5 pays lui demandent d'arrêter Israël, de lâcher Israël. Ces 5 pays, il parle des pays du Conseil de coopération du Golfe d'ailleurs. is not talking about Il ne parle pas par exemple du Pakistan ou de la Turquie, en plus des pays du Golfe. together with Et c'est ça la réalité qu'il décrit. Il y a une différence, et les États-Unis doivent choisir. that there is a Est-ce qu'ils veulent rester aux côtés d'Israël, ou est-ce qu'ils veulent se mettre à dos tous ces pays en même temps? they want to go against all of these countries together. Oh yeah, he'll choose Israel. Ah oui, bien sûr. Il choisira Israël.
En fait, c'est déjà fait. Écoutez, on est en train d'intégrer les armées américaines et israéliennes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Les besoins d'Israël deviendront automatiquement ceux de l'Amérique. Et dans un an, on ne pourra même plus en parler. Moi, je serai arrêté. Ils enverront quelqu'un pour te coincer comme ils l'ont fait avec Maduro. Donc oui, c'est comme ça. Parce que personne ne résiste. La Turquie nous demande d'intervenir, de faire quelque chose. Mais pourquoi la Turquie ne fait-elle rien, elle, contre Israël? Jos Denknis demandait with quelque chose à ce sujet. La Turquie est-elle folle? Pourquoi Trump dépend-il des centaines de millions de dollars des milliardaires juifs? Pourquoi diable ferait-il quelque chose contre Israël pour la Turquie? Si les Turcs lui demandent ça, ils doivent être complètement stupides. Mais encore une fois, vous voyez, au lieu de demander à Trump de le faire, pourquoi ne le font-ils pas eux-mêmes? Voilà la vraie question. Personne au Moyen-Orient n'a rien fait contre Israël depuis 75 ans, et on ne dirait pas qu'ils vont s'y mettre maintenant. Écoutez, comme l'a dit l'ancien Premier ministre israélien Bennett au lobby pro-israélien américain en février dernier, la Turquie est le prochain Iran. Eh bien, l'Iran n'est pas encore fini. Donc en réalité, c'est l'Iran qui est la prochaine Palestine. C'est la position de l'Iran, et ils ne la comprennent pas. L'Iran est la prochaine Palestine. Qui va en faire la Palestine? La vraie question, c'est ça. Qui va en faire la Palestine? Et comment? Avec quoi? En utilisant les États-Unis comme toujours. L'argent. Il y aura de la corruption, des pots de vin. Ils vont acheter celui-ci, ils vont acheter celui-là. Les gens sont corrompus. Combien en réalité, réfléchissez-y, combien de nations aujourd'hui ont encore de vrais patriotes? Je ne pense pas qu'il y ait un seul pays européen capable de lever une armée, parce que les gens ne sont pas patriotes. On sait bien que c'est pareil partout en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Qui peut lever une armée? Comment voulez-vous être patriote quand votre propre gouvernement est contre vous? Ah! Je ne sais pas, Paul, si tu as vu l'interview que CNN a faite avec le général Rezaei, qui est le principal conseiller militaire du guide suprême iranien. Tu as entendu ce qu'il a dit? Je lis Press TV pour voir ce qu'il raconte. Mais encore une fois, c'est comme avec Poutine. Il dit plein de choses, mais ça ne veut jamais rien dire. Il ne fait jamais rien. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Et j'ai vu l'Iran, à 2 doigts d'une grande victoire, accepter un cessez-le-feu. Pour moi, ça montre qu'ils n'ont rien compris. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils avaient la victoire totale sur les États-Unis et Israël à portée de main, et ils y ont renoncé. Ah oui, ils avaient peur que quelqu'un se fâche s'ils gagnaient. Parce qu'ils savent, Paul. Pour être honnête, du côté iranien, leur évaluation, c'est qu'ils savent que les États-Unis manquent de missiles, manquent d'intercepteurs, manquent un peu de tout. Ils ne veulent pas d'une escalade qui impliquerait l'usage d'armes nucléaires avec les États-Unis. C'est pour ça, et uniquement pour ça. Mais pour Israël, c'est complètement différent. Israël, pour eux, c'est rien, Paul. Même si tu parles avec des responsables iraniens, avec des commandants iraniens, ils ne considèrent pas Israël comme une menace pour l'Iran. Parce qu'à leurs yeux, militairement, Israël ne représente rien. Et sans les États-Unis, tu mets les États-Unis derrière Israël. Je ne vois personne aux États-Unis. Donald Trump, sa présidence sera terminée dans 2 ans. Ensuite, peu importe qui viendra après lui,
il ne relancera pas la guerre, parce que cette guerre, c'est celle de Benjamin Netanyahou. Et selon moi, il a été vaincu militairement, géopolitiquement et économiquement. Regardez Israël aujourd'hui. Qu'ont-ils sans la production américaine? Même les États-Unis, ils ont utilisé une grande partie de leurs missiles et de leurs intercepteurs. Ils ne pourront pas les remplacer avant la prochaine décennie. C'est la réalité. Vous parlez du fait que les États-Unis injectent de l'argent dans le processus. Je le crois. Mais ça ne fabrique pas d'armes pour Israël. But that doesn't produce arms for Israel. You see, but I come back to the main point. Vous voyez, je reviens à l'essentiel. Qui a un programme? Seulement Israël. Qui a la volonté? Qui a vraiment la volonté? Israël. Israël a un programme, le Grand Israël. Vous savez quoi? Même à ce stade, aucun Iranien n'a soulevé la question du Grand Israël. About Greater Israel. They're talking about the greater Israel. Ils parlent en ce moment du Grand Israël. Peut-être que dans les médias persans, aucun de nous n'entend vraiment ce qui se passe en Iran. Ils parlent du Grand Israël. Ils parlent de la façon dont, oui, c'est pour ça que l'Iran a dit, si vous attaquez Doha, si vous attaquez, on va répondre. Well, what do you mean if? Of course. Comment ça, si, bien sûr qu'ils vont attaquer. Why wait? Pourquoi attendre d'être attaqué? Pourquoi attendre? Why wait? Pourquoi ne pas préparer un plan de guerre et vaincre l'ennemi? Create a war plan. Quand je verrai l'Iran faire ça, là je serai d'accord avec toi. Do that, then I'll agree. Mais je ne les ai pas vus le faire. But I haven't Tu vois, écoute, mon point de vue, enfin, on dirait que je trahis l'Amérique parce que j'ai l'air de vouloir que l'Iran Sounds gagne. like I'm a traitor to America because I want Iran to win. What I'm Ce qui m'inquiète, c'est que tu essaies de sauver les États-Unis d'Israël. Je sais très bien de quoi il s'agit. I'm trying to save the United States from Israel, but I'm Oui, j'essaie de sauver les États-Unis d'Israël, mais surtout, j'essaie de sauver le monde d'une guerre nucléaire. Parce que si la situation devient trop désespérée, si l'Iran ne met pas fin à tout ça avant qu'il ne soit trop tard, alors les armes nucléaires sortiront. Et une fois qu'elles sont utilisées, c'est comme libérer le génie de sa lampe. Plus personne ne peut les contrôler. N'importe qui peut s'en servir. C'est le même problème avec Poutine. Depuis 5 ans, je m'inquiète de son incapacité à gagner une guerre. Parce que ça veut dire que le conflit s'étend, encore et encore. Et maintenant, c'est tellement étendu que même Saint-Pétersbourg ne peut plus organiser une conférence internationale sans que les Iraniens attaquent la ville. Et malgré tout, Poutine ne fait rien. And still You Putin mean does nothing. Ukrainians? Vous voulez dire les Ukrainiens. Ukrainian, yeah, the Ukrainians attacking, and still Putin. Les Ukrainiens. Oui, les Ukrainiens attaquent. Et pourtant, Poutine ne fait rien. Alors, tôt ou tard, la situation va devenir tellement grave qu'il faudra bien agir. À ce moment-là, ce sera tellement désespéré que seuls des moyens désespérés seront efficaces. Et ça, c'est l'arme nucléaire. Voilà où tout ça nous mène. Tout va vers quelque chose de pire parce que personne n'arrête le processus à temps. Et c'est pour ça que je prends la parole. Je ne suis ni pour la Russie, ni pour l'Iran. Je suis contre le fait de laisser cette situation continuer jusqu'à atteindre un point de non-retour. Parce qu'une fois qu'on y arrive, c'est là qu'on a l'Armageddon. Once it hits that, that's when we have Armageddon. So, anyhow, En tout cas, je pense que les arguments que vous avez avancés dans cette émission auraient beaucoup plus de poids si les Iraniens comprenaient vraiment la situation. Ce n'est pas quelque chose dont ils peuvent se sortir par des menaces ou en répondant coup pour coup. Ils sont face à un agenda et ils se trouvent sur le chemin de cet agenda. Les Israéliens poursuivent cet objectif depuis 75 ans. Ça montre bien leur détermination. Franchement, quel autre pays a un agenda depuis 75 ans? Ils sont déterminés. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Ils ont su utiliser les Américains à leur avantage. On a détruit la Libye, la Syrie, l'Irak pour eux. Ils nous ont poussés à attaquer l'Iran 2 fois. Mais pourquoi? Qu'est-ce que l'Iran a fait aux États-Unis? Iran twice. What for? What's Iran done to the United States? Rien. So
Alors, pourquoi n'avons-nous pas attaqué l'Iran? Parce que, comme l'a dit Reed Rubenstein, le responsable juridique du département d'État des États-Unis, c'est Israël qui nous l'a demandé. Alors, qu'est-ce qui pourrait briser le lien entre Israël et les États-Unis? C'est vrai, de plus en plus d'Américains ne sont plus vraiment favorables à Israël. Ils ont vu le génocide. On est encore dans une guerre que les Américains ne comprennent pas. Pourquoi on est en guerre avec l'Iran? Mais les Américains n'ont aucun mot à dire dans le gouvernement. Ils n'ont absolument aucun contrôle. Peu importe pour qui ils votent, ça ne change rien. Ils n'ont aucune influence sur la politique. Donc c'est plus vraiment une démocratie. Et si on remplace un dirigeant par un autre, celui qui arrive n'est pas différent. Souvenez-vous, Trump nous avait dit « Plus de guerre, je vais mettre fin à toutes les guerres ». Eh bien, on voit ce que valent les paroles des politiciens. Elles ne valent rien. Ce qu'ils disent, ça ne veut rien dire. La seule chose qui compte, c'est ce qu'ils font, leurs actes. Et qui a l'initiative et continue de l'avoir? Israël. L'Iran, lui, n'a pas l'initiative. Ils attendent de voir ce que fera Israël. Le Hezbollah n'a pas l'initiative. Ils attendent de voir. Qui a l'initiative? Trump? Non. Poutine? Bien sûr que non. Qui a l'initiative alors au Moyen-Orient? C'est Israël qui a l'initiative. Ils l'ont toujours. Franchement, il faut le reconnaître. C'est un pays bien réel, avec un agenda clair. Et cet agenda, ça veut dire qu'ils doivent garder le contrôle. Et c'est le cas, ils ont l'initiative. C'est à Israël de décider s'ils attaquent ou non le Liban. Ce n'est pas à l'Iran ni à Trump. C'est à Israël de décider s'ils attaquent ou non l'Iran. Ce n'est pas à l'Iran ni à Trump. Alors quoi? Les Iraniens, un pays bien plus grand, plus puissant, plus peuplé, resteraient là à laisser un tout petit pays garder l'initiative. Franchement, ça n'a aucun sens. Il n'y a jamais eu de situation où un pays laissait l'autre garder l'initiative. Oui, je pense que je peux être d'accord sur le fait qu'Israël utilise les États-Unis, qu'il utilise tous ces pays les uns contre les autres. Et ça n'a pas de sens. Après tout, quand on regarde le problème entre l'Iran et les États-Unis, tout tourne autour d'Israël. Et là-dessus, tu as raison. Je suppose que ces politiciens, d'une manière ou d'une autre, arrivent à... Parce que Donald Trump, Paul, lui, il est... Tu connais le marché. Tu connais l'économie des États-Unis aujourd'hui. Et on sait bien que l'économie, là-bas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. La pression sur la population non plus, on ne peut pas la négliger. On peut dire qu'ils ont une certaine influence aux États-Unis, mais au bout du compte, le vrai facteur de décision, celui qui pèse vraiment, c'est l'économie et la façon dont elle fonctionne. Et d'ailleurs, voici ce que Donald Trump a dit, qu'il essayait de se préparer à sortir de la guerre en 2 semaines. Voilà ce qu'il a déclaré. Ils ne doivent pas avoir l'arme nucléaire. C'est aussi simple que ça. Ils ne peuvent pas l'avoir. La destruction est trop puissante. Ils ne peuvent pas posséder une arme nucléaire. Et Lindsay s'est battue à mes côtés du début à la fin pour ça. On a formé une équipe très solide et je pense qu'on est en train de gagner cette bataille. Mais vous verrez, on va vraiment la remporter dans les 2 prochaines semaines quand on proclamera la victoire totale. Ce sera une victoire totale. Ça va arriver très bientôt et les prix du pétrole vont s'effondrer. La victoire arrive dans 2 semaines et les prix du pétrole vont baisser. Je parle de l'économie. Tout tourne autour de l'économie. S'il y a quelque chose qui peut affaiblir l'influence israélienne sur le peuple américain, sur la politique étrangère des États-Unis, ce sera bien l'économie et les difficultés économiques.
explanation. Eh bien, laissez-moi vous proposer une autre explication. Je pense que plus l'économie se dégrade, plus les Américains perdent le contrôle de leur propre vie. Plus la situation économique empire, plus le gouvernement intervient avec des mesures de contrôle. Et si nous traversons une grave crise financière, il est probable que le gouvernement en profite pour introduire une monnaie numérique, où les gens n'auraient plus d'argent liquide. Ils n'auraient plus de monnaie qu'ils peuvent tenir entre leurs mains. Tout serait électronique, en ligne. Ils ne pourraient plus la retirer pour la cacher sous leur matelas, la mettre dans un coffre à la banque ou l'enterrer dans leur jardin. Ils deviendraient totalement dépendants du contrôle du gouvernement sur leur vie économique. Et on leur expliquera que c'est nécessaire pour les protéger des difficultés économiques. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les problèmes économiques vont libérer le peuple de son gouvernement ou d'Israël. Au contraire, ça va les rendre encore plus contrôlés, incapables de parler sans qu'on leur coupe l'accès à leur argent. Le peuple est impuissant. Il n'a aucun moyen d'influencer les décisions politiques. La grande majorité des actions du Congrès et du président sont rejetées par la population, mais ceux qui détiennent le pouvoir s'en moquent, parce que le peuple est impuissant. Que peuvent-ils faire? Il y a des siècles, ils auraient pris les fourches et seraient allés renverser le gouvernement. Mais aujourd'hui, aucun Américain n'en est capable. Mon Dieu, c'est terrible. Ils sont incapables de se défendre. Et ça, c'est vrai partout en Europe. Donc je pense globalement que les difficultés économiques ne vont pas nous libérer. Elles ne vont pas nous faire enfin comprendre que le gouvernement n'est pas de notre côté et qu'Israël non plus n'est pas de notre côté. Il y a trop de problèmes. Les politiciens disent que si on n'intègre pas nos armées, les méchants vont s'en prendre à Israël et qu'ensuite ils viendront s'en prendre à nous. Mais enfin, comment quelqu'un viendrait nous attaquer? C'est absurde. Des bandes de brigands traverseraient l'Atlantique ou le Pacifique. Et pourquoi faire? Ils ne vont pas traverser tout ça pour se faire couler en mer. Comment quelqu'un pourrait venir nous attaquer? Mais c'est ce qu'ils disent. C'est leur justification. J'ai cité le représentant républicain qui a dit « Oh, il faut intégrer l'armée, parce qu'après avoir eu Israël, ils viendront nous avoir. » Mais comment vont-ils avoir Israël? Personne n'a réussi à le faire depuis 75 ans. Israël arrive et les autres fuient. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Alors oui, je reste très pessimiste et déprimé. Je suis vraiment déprimé de voir que les gens n'arrivent pas à affronter la réalité, qu'ils ne savent pas la gérer d'une manière qui fonctionne pour eux et pour les autres. Si Israël subissait une défaite importante, cela pourrait changer les choses. Ils pourraient se dire, bon, regardez, ce projet du Grand Israël, ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi ne pas essayer une autre façon d'exister au Moyen-Orient, au lieu de revendiquer notre hégémonie sur toute la région? Mais ils n'en arriveront pas à cette conclusion tant qu'ils n'auront pas été clairement et nettement vaincus. Et personne n'est prêt à leur infliger une défaite décisive. Donc le conflit va continuer. Il n'y a pas d'autre issue. C'est exactement comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Poutine refuse obstinément d'infliger une défaite à l'Ukraine. Alors la guerre s'étend encore et encore. Elle dépasse maintenant le front ukrainien. Elle s'enfonce au cœur de la Russie. Les gens n'ont plus accès à Internet. S'ils sortent, ils risquent d'être touchés par des drones. Dans les restaurants, des écoliers sont tués, les aéroports sont fermés, les approvisionnements en énergie coupés, les files d'attente pour l'essence s'allongent. Voilà la vie en Russie aujourd'hui. On ne peut même plus tenir un forum international à Saint-Pétersbourg sans que la ville soit entourée de fumée noire. Et pourquoi? Parce que Poutine refuse tout simplement de regarder la réalité en face.
Eh bien, c'est exactement ce que font les Iraniens. Tant qu'on refuse de voir la réalité, on n'est pas en position de force. You're not in a good position. I think you're making a lot of good Je pense que points tu soulèves beaucoup based de on bons the arguments, reality fondés of sur la the réalité de la région. points. Et ces arguments devraient être pris en compte par les décideurs en Iran, dans les autres pays du Moyen-Orient et aussi par la Russie, à mon avis. On verra bien ce qui se passe, Paul. La semaine prochaine, on en reparlera. On verra bien. Next week we're going to talk about it. Let's see what would happen until Well, then. just remember, Souvenez-vous simplement que les États-Unis ont réussi à pousser l'Irak et l'Iran à se faire la guerre. and Iran in a war with each other. Yeah. Well, now, how is that possible? Eh bien, comment est-ce possible? Deux peuples qui se battent entre eux parce que l'Amérique, leur véritable ennemi, les a poussés à gaspiller leurs relations, leur vie, leurs forces militaires les uns contre les autres. Franchement, ce n'est pas de l'intelligence. Now, this is not intelligence. And we still Et on ne voit toujours pas d'intelligence au Mahmoud Worel. except in Israel. I see total failure, Paul. Je vois un échec total, Paul. Je dois avouer que je ne vois rien de positif en Israël. Ils ont échoué sur le plan du renseignement, sur le plan... Enfin, c'est tout simplement un échec. Regardez la guerre. Regardez ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et je pense qu'ils ont même échoué à identifier ou à localiser les cibles en Irak. C'est pour ça que les États-Unis se sont retrouvés à court de cibles pendant la guerre. Ran out of targets during the war. It took Israel 75 years. Il a fallu 75 ans à Israël pour dévorer la Palestine. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et ce que tu vois, Nima, c'est simplement le pas en arrière. All you're witnessing, Nima, is the one step back. It's going to be a lot back, Paul. They're going to... Ça va beaucoup bouger. Tôt ou tard, ils vont devoir se retirer du Liban. Il faut les repousser. Et qui va le faire? On va voir. Les choses bougent, vraiment. Le bon côté, c'est que tout se passe sous nos yeux. Et c'est la réalité. Je suis d'accord avec les points que vous soulevez. Je sais que c'est une base très solide pour ce dont vous parlez, à propos d'Israël, de ses 70 ans d'occupation, de cette manière, petit à petit, de s'approprier la terre des autres. Et c'est ce qui s'est passé en Palestine. En Cisjordanie, il n'y a plus vraiment de Cisjordanie. Et à Gaza, ils font la même chose. On verra bien. Je trouve que vos arguments sont vraiment très pertinents, à mon avis. Yeah, I think your points are so valid, in my opinion. And thank Okay. you. I'm not Thank you. Merci. Je suis pas content de ça. about it. Yeah. Oui, je sais. Je sais que ça ne te plaît pas. C'est justement pour ça qu'on en parle. Yeah. Thank All you. right, Nima. Well, thank you for the Oui, merci. to talk about Très bien, Nima. We'll see what Merci happens. pour cette occasion d'en parler. On verra bien ce qui va se passer. It's state. Oui, il y a beaucoup en jeu. And the Et le monde n'arrive tout simplement pas à trouver la bonne voie parce que les dirigeants échouent. because the leaders Pourquoi are échouent-ils? not- The leaders are failing. Why are they failing? This- Okay. Très bien. À plus tard. À bientôt, Paul. À très vite. Salut. Au revoir. Goodbye.